Donc, effectivement, l'idée de cette présentation, c'est que je vais vraiment faire quelque chose qui est, comment dire, je ne vais pas du tout vous parler des avancées de la recherche liées aux troubles neurodéveloppementaux et 10. Je vais simplement vous indiquer quelques pistes, mais vraiment, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais je vais vous parler en fait de mon point de vue, de qu'est-ce qui fait la recherche, qu'est-ce qui fait que cette recherche si indispensable à l'avancée de la compréhension de ces troubles, en face, il faut de la ressource humaine. Et moi, je vais vous faire une analyse. Je vais présenter notamment aux parents qui peut-être n'ont pas une vue complète des contraintes structurelles, les effectifs, les forces en présence, qui fait qu'en France, est-ce que c'est à la hauteur ou pas? Et quelles sont les propositions que je lance là pour que ça s'améliore à long terme, parce que j'ai une vision plutôt, on va dire, inquiète. Voilà. Alors, juste, je ne vous parle pas des recherches, parce qu'il y a tous mes collègues précédemment qui ont fait des exposés, puis qui ont énoncé tout un tas de recherches. Simplement, je vous dis, par exemple, là, à l'instant T, il y a des collègues qui viennent de faire une synthèse des recherches sur la dyslexie, Pascal Collet, Liliane Spreger-Charol, le livre vient de sortir. Il y a ANAE, donc c'est une revue scientifique pour à la fois les chercheurs et les professionnels qui publie très régulièrement un peu une avancée des recherches sur ces thèmes-là. Par exemple, le dernier, c'est une collègue, Hélène Delage, qui a essayé de coordonner tout un numéro pour essayer de montrer ce qui se passe actuellement dans les recherches qui essayent de montrer l'efficacité des prises en charge orthophoniques. Donc voilà, dans quelques mois, il va y avoir un numéro spécial sur la dyslexie, sur l'âge adulte. Donc voilà, c'est extrêmement riche. Les collègues ont présenté tout à l'heure, il y a plein d'ouvrages, donc vraiment, voilà. Maintenant, en face, alors je vous défendrai tout à l'heure une proposition, mais là je vais aller très vite. Il faut que, pour faire ces recherches-là, en fait, on a des ressources humaines en face et en fait, on oublie que cette formation est extrêmement longue et coûteuse. Je vous ai mis le panorama, et un panorama qui existe, le cursus qui existe dans tous les pays, c'est licence, master, doctorat. Et la recherche, en fait, il faut bien penser que les chercheurs qui sont en place dans les universités, dans les organismes, ils s'appuient sur des doctorants. Et les doctorants, c'est vraiment le fer de lance de la recherche. S'il n'y a plus de doctorants, il n'y a plus de recherche quasiment, puisque les postes de titulaires sont à la fois l'enseignement, à la fois encadrer justement ces doctorants, et puis une partie de leur travail, c'est aussi d'administrer le fonctionnement de leur institution. Donc, ils ont peu de temps. Donc, en fait, ils dirigent des doctorats, des thèses, et ça, c'est extrêmement important, puisque ces doctorats, vraiment, c'est les personnes, jeunes en général, qui vont aller vraiment expérimenter sur le terrain les recherches. Donc, quand vous participez à des recherches, en général, vous voyez rarement les chercheurs, ou juste au début ou à la fin, mais les personnes que vous voyez en direct, c'est les doctorants. Donc, comment ça marche, ces doctorants? Les doctorants, combien il y en a en France? Combien il y en a qui vont sur ces thèmes des troubles neurodéveloppementaux? Quelles sont les forces en présence? Alors, vous voyez, un doctorat, c'est quelqu'un qui commence un doctorat, il a fait une licence, donc avant c'était le DOG, il fait 3 années, ou maintenant on appelle ça le bachelor. Au bout de 3 années, maintenant il rentre en master, il fait 2 années. Alors avant c'était maîtrise DEA, DESS, et puis maintenant on appelle ça master. Et puis après, au bout de 5 années, il rentre dans un doctorat de sciences. Et ce qui se passe en France, typiquement, si vous reprenez l'ensemble, là je suis allée voir le rapport L'état de l'emploi scientifique en France, publié par votre ministère en 2020, ils disent qu'il y a 70 000 doctorants en France, toutes disciplines confondues. Donc voilà, c'est ça les forces là en ce moment. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement riche. Il y en a, si on fait la moyenne, il y en a 74% qui en général bénéficient de ce qu'on appelle un contrat doctoral. Ça veut dire qu'ils sont payés pour faire la recherche, ils ne doivent pas travailler à côté. Et pour information, ça c'est des contraintes extrêmement fortes, c'est juste un financement accordé pendant 3 ans, ce qui est quand même très court pour conduire une thèse. Dans la plupart des autres pays, c'est 4 à 5 ans et c'est mieux payé évidemment. Après, qu'est-ce qui se passe sur ces 74%? Qu'en est-il en fait de ces thésards qui sont plutôt dans, par exemple, moi j'ai fait le point de vue de la psychologie, parce que c'est celui que je connais. Est-ce que les recherches sur les troubles neurodéveloppementaux, sur les troubles 10,
souvent, c'est plutôt dans le domaine, dans les facultés typiquement de psychologie qu'elles sont conduites, mais il peut exister aussi d'autres approches, disciplines scientifiques qui décident de financer une thèse sur ce thème-là. Mais c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs domaines. Et les statistiques dans vos rapports sont un peu, fonctionnent en grands domaines. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une capture d'écran du financement de la première année de thèse. Si on regarde la psychologie, elle fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines et humanités. Et là, d'un coup, on est sur à peu près 37% des doctorants qui sont financés. Donc, ça veut dire c'est beaucoup moins attractif, par exemple, vous voyez la biologie, la médecine, où là, il y a 100% des gens qui sont financés. Donc, vous voyez, le public qui va faire la recherche n'est pas exactement le même et n'a pas exactement les mêmes contraintes pour conduire sa thèse. C'est extrêmement important parce que si vous avez votre doctorant qui essaye d'évaluer les effets d'une intervention 10 pour une prise en charge de X enfants, vous voyez qu'il n'a pas 100% de son temps affecté à la thèse, mais il doit travailler à côté pour pouvoir survivre. Si maintenant, regardons, donc ça c'est ce qui se passe début de thèse. Fin de thèse, les gens sont allés jusqu'au bout et puis ils veulent maintenant en faire un métier. Et ce qu'on appelle, ils vont postuler à la qualification pour devenir maître de conférence. Maître de conférence, c'est le premier métier, c'est le premier poste stable à l'université classique, c'est enseignant-chercheur. Voilà. Alors du coup, on se dit, alors, combien il y a de postes ouverts? Et sur ces postes ouverts, eh bien, combien concerne tout ce qui va concerner le développement et l'éducation? Et là, quand on regarde les sources du CNU, donc du Conseil national d'université, qui regroupe la psychologie, et bien là, on s'aperçoit, vous voyez, il y a tous les thèmes qui sont classés. Donc ça, je suis allée voir une analyse proposée par mon collègue Franck Ramu là-dessus. Et bien, alors lui, il avait un autre objectif, mais quand je regarde, moi, psychologie du développement et l'éducation, on est plus que sur 7% des postes qui sont proposés. Et alors, au niveau des forces en présence, par exemple, cette année, il y a 68 postes qui sont proposés sur toute la France, donc pour toutes les universités. Il y en a 45 postes de maître de conférence en psychologie au sens large et 23 de professeurs. Et quand je regarde sur ces postes-là, combien il y en a qui sont affectés à la psychologie du développement et de l'éducation, il y en a plus que 10 sur toute la France et 2 professeurs sur toute la France. Donc, vous voyez que ça se réduit fortement. Qui dit psychologie du développement et l'éducation, on ne dit pas forcément troubles neurodéveloppementaux, parce qu'il y a tout un tas d'autres thèmes qui doivent être abordés. Si je prends par exemple la liste des postes publiés et puis que je vais voir en détail sur les profils de postes qui est demandé, alors là, c'est encore plus faible et c'est plus ou moins affiché, c'est rarement affiché. En tout cas, c'est pas vraiment, on veut des profils plutôt larges parce qu'il va falloir enseigner à beaucoup d'étudiants sur des thèmes très variés. Donc, tout ça pour vous dire que les troubles neurodéveloppementaux en général, eh bien, derrière, il y a peu de postes stables qui sont proposés au final aux doctorants qui sont formés en France. Ce qui fait qu'en 2018, j'avais conduit une analyse un peu de la sorte pour les troubles du TSA. Et là, du coup, j'étais allée voir les postes en psychologie, puis j'étais allée voir les postes en sciences du langage, en sciences de l'éducation et les postes en STAPS. Donc, vous voyez, 47 postes qui étaient ouverts, 36 postes en langage, 49 postes en sciences de l'éducation, 39 postes. Et au final, sur les troubles neurodéveloppementaux, j'étais allée lire les fiches techniques où on disait, mais là, cette personne-là, on voudrait qu'elle travaille sur tel thème. Eh bien, en fait, au final, c'était 2 à 3% des postes qui concernaient les situations de handicap et les troubles neurodéveloppementaux. Donc, en fait, au final, il y a peu de ressources en face humaine qui vont du coup fabriquer la recherche. Et la situation, là, j'ai eu des collègues en médecine hier en discussion pour avoir, je me suis dit, est-ce que dans d'autres secteurs, c'est encore meilleur ou c'est pire? En fait, ils ont les mêmes difficultés. Par exemple, là, on m'a dit que l'année passée, en 2020-21, il y a eu un poste de professeur des universités en médecine sur les troubles neurodéveloppementaux qui a été affecté, et puis 10 chefs de clinique ces quelques années. Donc, en face, alors ça serait à confirmer, mais ce qui veut dire quand même que les forces, les ressources humaines sont plutôt faibles. Alors, on va se dire, OK, alors pourquoi?
Eh bien, moi, je pense qu'il y a il y a tout un tas de raisons, alors politiques, socio-économiques, mais il y a des raisons structurelles qui fait que c'est la façon dont on a décidé de faire la recherche qui fait que ça va avoir des conséquences pratiques sur le type de thésards qu'on va recruter et sur la façon dont on va les embaucher par la suite. Il faut savoir que pendant la thèse, si la personne veut en faire un métier, elle doit publier dans des grandes revues scientifiques. Publier dans des grandes revues scientifiques, c'est difficile, c'est très long. Un article scientifique prend en général une année. Mais pour pouvoir publier dans des grandes revues scientifiques, si on n'a aucun poste à la sortie, donc les personnes sont au chômage, eh bien, il faut avoir des données, de nombreux résultats. Ce qui fait que, vous voyez, en fin de master, si vous dites à un jeune étudiant, tu as 3 ans, si tu as la chance d'être financé, il y en a que 34% qui sont financés, en 3 années, tu vas devoir déposer un comité d'éthique, aller étudier une population qui est beaucoup plus difficile à étudier que, par exemple, des étudiants en première année de faculté qu'on teste dans un box, et puis on peut faire passer 15 personnes par semaine. Là, il va falloir prendre contact avec les associations de parents, les professionnels, faire un comité d'éthique biomédicale, prendre des contacts. Vous voyez, tout un tas de contraintes qui fait que j'aurai à la sortie beaucoup moins de chances d'avoir de bons résultats publiables qui me permettront par la suite d'avoir un poste. Ce qui fait que pour un doctorant, si derrière vous lui dites que vous n'êtes pas très riche et que vous voulez avoir un métier, il va falloir prendre quand même un sujet qui, du coup, à la sortie, optimise mes chances d'avoir un poste dans la recherche. Et pour ceux qui décideraient de quand même se lancer dans l'étude des troubles neurodéveloppementaux, c'est encore plus difficile parce que le fait d'être très contraint pendant 3 ans, d'avoir très peu de postes à la sortie, conduit en fait les gens à chercher plutôt des recherches dans des approches classiques, transversales, c'est-à-dire je vais prendre un groupe de 10 enfants 10 ou 10 TSA, 10, et puis 10 groupes contrôle ou 20 ou 30. Et donc, c'est des recherches faciles, entre guillemets, en tout cas plus faciles que celles qui vont décider de faire des approches longitudinales où on suit des enfants pendant plusieurs années. Et encore plus difficile que de choisir, par exemple, des approches interventionnelles où on veut tester des interventions. Vous voyez, tout un tas de recherches qui seraient extrêmement utiles, mais qui, du coup, sont difficiles à mettre en œuvre pour les jeunes chercheurs. Et donc, ce qui fait qu'au final, en étant, avoir un fonctionnement totalement égalitaire sur ce type de recherche, eh bien, on trouve un problème d'équité à la sortie. C'est que les étudiants qui vont sortir sur ces profils de poste, eh bien, ils n'auront pas assez de publications, pas assez de revues scientifiques pour pouvoir rentrer à l'université et encore moins pour les postes au CNRS et l'INSERM, qui sont encore plus rares et encore plus difficiles d'obtenir sur des choses comme ça. Donc, vous voyez la grande difficulté qu'il y a pour la formation de nos jeunes chercheurs à choisir ce type de recherche qui est pourtant fondamentale, essentielle, problème de santé publique, une population énorme. Donc, alors qu'un effort massif devrait être fait là-dessus, eh bien, au final, nos contraintes font que c'est très difficile de pouvoir les proposer à des jeunes étudiants pour en faire un métier et s'engager massivement. Donc, par exemple, c'est vraiment des choix politiques dans le bon sens du terme d'université. Si les universités pensent que les situations de handicap et les troubles neurodéveloppementaux, c'est vraiment une priorité, c'est crucial de développer des recherches de haut niveau, de haute qualité. Si vraiment ça, c'est une priorité, eh bien, en fait, si on propose les mêmes conditions que pour des recherches plus traditionnelles, eh bien, dans ces cas-là, on aura un déficit de chercheurs sur ce thème-là. Et pour contrecarrer ça, en fait, on est obligé d'avoir quelque chose de plus actif, c'est-à-dire, par exemple, demander aux universités de profiler des postes, c'est-à-dire de dire alors explicitement, moi, je veux X% de postes qui soient ouverts dans les futures années sur les troubles, les situations de handicap, les troubles neurodéveloppementaux. Si on ne contraint pas, on ne profile pas ce type de recherche, en fait, spontanément, ce n'est pas la recherche qui va se développer naturellement. On pourrait, par exemple, alors je vous ai listé un peu tout un tas de propositions et suggestions qu'on pourrait débattre. On pourrait, par exemple, vous pourriez demander aux tutelles de créer des contrats doctoraux labellisés troubles neurodéveloppementaux ou du coup
les gens auraient 4 à 5 années, c'est-à-dire le temps de vraiment faire une véritable recherche, comme dans la plupart des autres pays, et puis avoir une partie clinique et interventionnelle, avoir aussi peut-être obliger les gens à travailler en double tutelle, par exemple l'université, des laboratoires de psychologie qui bosseraient avec des unités de médecine pour essayer de favoriser cette culture commune, ces recherches communes. On pourrait proposer aussi aux tutelles de financer des recherches collaboratives avec ce qu'on appelle maintenant le design participatif, c'est-à-dire des choses pas que de la recherche fondamentale découplée de tout, mais incluant aussi à la fois des chercheurs, les professionnels, les parents et les enfants. On commence à faire ça, on commence, plusieurs années, on fait ça par exemple dans d'autres champs comme sur l'étude de la déficience visuelle, ça s'appelle le design participatif. Si on veut créer des outils, des modes d'intervention, des fabrications de prise en charge, il faut qu'absolument il y ait les usagers qui soient dans la boucle au moment de fabriquer la recherche. Il faut absolument veiller à ce qu'il y ait un équilibre, parce que c'est un problème aussi de ressources financières. Où va l'argent? On est tous à ressources limitées. Il ne faut absolument pas que l'argent aille uniquement dans un champ de recherche. Il faut qu'il y ait une répartition équitable. Donc attention d'avoir une vue sciences cognitives, affectives à la fois fondamentale, appliquée, et attention à l'illusion des neurosciences, où on va tout mettre l'argent sur les domaines neuroscientifiques, et puis du coup, il n'y aura plus d'argent ailleurs. Donc, il faut veiller à un équilibre pour que vraiment les personnes puissent avoir une vue globale sur le phénomène. Il ne faut pas oublier d'avoir une perspective et une comparaison internationale. Il faut utiliser ce qui s'est passé dans les autres pays. On pourrait demander, par exemple, de créer un observatoire online des ressources disponibles qui travaillent sur les troubles neurodéveloppementaux avec leurs évaluations en France, par exemple, pour savoir exactement qui travaille sur ce thème-là en ce moment en France. Parce que je suis un peu allée sur les différents sites web, c'est extrêmement difficile. Parce que, par exemple, il y a tout un tas de programmes de recherche, par exemple, le programme IFRAN, typiquement, où il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu 20 millions d'euros qui ont été mis sur la table il y a 2 ans par le ministère, qui était pour but de développer le numérique et l'enseignement. Donc, 20 jolis projets. Et sur ces 20 jolis projets, il y a un seul qui concerne les 10. Donc là, je suis allée voir, il y a 800 000 euros qui ont été mis pendant 4 ans sur 20 millions dépensés. Il va y avoir des programmes liés à l'éducation qui vont bientôt sortir. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent sur le numérique et l'éducation. Bon, alors, les troubles neurodéveloppementaux, les 10, est-ce que ça va être le petit supplément d'âme pour faire joli dans le programme, ou est-ce que c'est vraiment un champ de recherche en tant que tel? Vous voyez, là, on peut avoir des leviers pour développer cette recherche-là. On peut aussi proposer une formation par la recherche à tous les professionnels de l'éducation. Et par exemple, un levier qui serait, si on voulait vraiment qu'il y ait une véritable formation pour, par exemple, les nouveaux enseignants ou qui vont passer les concours, eh bien, pour l'instant, c'est normal, les enseignants, les étudiants qui préparent un concours, eh bien, ils vont travailler sur les épreuves qu'ils vont passer. Et typiquement, si dans les épreuves, par exemple, quelqu'un qui rentre en Master 1, qui veut faire professeur des écoles, si on veut vraiment qu'il travaille sérieusement sur l'adaptation, la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux, il faut que ça fasse partie du programme du concours. C'est-à-dire, par exemple, proposer des séquences pédagogiques avec des élèves 10 dans sa salle de cours. Mais si en fait, ça n'est jamais abordé dans les modalités même du concours, on voit bien que les professeurs des écoles, ce ne sera pas leur priorité dans leur formation initiale. Donc, pour moi, vraiment, le levier, c'est qu'au moment où on les sélectionne sur les épreuves de maths, français, puis qu'ils vont à l'oral, où ils doivent faire des séquences pédagogiques, forcément, ça devrait être dans la boucle, si on veut que ça soit massif et que ça soit une priorité cognitive et mentale pour l'ensemble de l'institution quand ils forment ces futurs enseignants. Pareil pour la formation continue. Par exemple, en ce moment, la formation continue est très branchée français, langue, à lecture et mathématiques, mais les constellations qui ont été créées, donc ça, c'est super, mais dedans, qu'est-ce qu'il y a prévu pour les 10? Qu'est-ce qu'il y a prévu dans les formations qui soient intégrées, structurelles, et que du coup, tout le monde passe à la moulinette? À voir. Ce serait à discuter.
Et puis, dans les autres thèmes, par exemple, à discuter, ça serait voir si, j'ai vu qu'il existait quelques mots, mais ce n'était pas très clair, mais est-ce qu'il n'y a pas des constructions de cours en ligne qui pourraient être fabriquées avec et pour les praticiens, les parents et les enfants? On en a fait un, par exemple, pour le développement psychologique, et c'est gratuit, c'est les universités qui financent, et c'est au moins des outils à distance pour mettre à disposition des parents qui n'ont pas forcément accès à des centres de ressources proches. Et puis, voilà, j'en ai terminé, et juste pour vous dire que vous pouvez suivre les éditos qui sont en accès libre pour Anaé, pour la revue dont je m'occupe. Et puis, c'est un thème qui me préoccupe beaucoup, et souvent dans ces éditos, j'essaye de faire des liens avec, par exemple, pour les situations des examens ou la recherche, juste comme ça. Vous pouvez aller taper sur le site. Il y a tout un tas de... J'essaye de suivre l'actualité, et puis... tout ce qui est les troubles neurodéveloppementaux et les doux, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Merci de votre attention.